Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Mon nom est Geneviève Claveroy et j'aurai l'honneur d'être avec vous pour toute cette saison pour vous faire découvrir le musée minéralogique et minier de Thetford Mines. En fait, vous allez découvrir le musée sous ses différentes facettes. Vous allez voir en fait l'intérieur du musée, l'extérieur, toutes les activités que le musée fait. Vous allez découvrir ses employés également pour que d'ici la fin de la saison, vous allez être en mesure de mieux connaître votre musée régional. Et la raison aussi pour laquelle nous faisons cette émission-là, c'est que le musée va être à la veille de changer bientôt son exposition permanente. C'est un projet à court terme là, dans les prochaines années, ce qui fait que c'est une bonne occasion pour les téléspectateurs de venir découvrir le musée. Donc, le but de ces émissions-là est de vous inviter à venir découvrir le musée, de venir en ses murs pour le voir. Vous allez avoir la chance de le découvrir là, durant cette saison. Tout d'abord, nous allons découvrir le hall du musée minéralogique. Le hall, c'est en fait la pièce où le visiteur va entrer en arrivant au musée. On voit que le hall du musée, premièrement, il est très, très beau et il a été pensé en fonction de son environnement minier. Un petit peu plus tard dans les émissions, je vais vous faire découvrir le territoire autour du musée, donc pourquoi il a été choisi de bâtir le musée sur ce territoire-là. Mais aujourd'hui, je vous fais découvrir l'intérieur du musée. Donc, pourquoi le hall a été pensé à son environnement minier? C'est que la couleur rappelle les terrils miniers. Le vert, le gris, la couleur de l'aluminium aussi, ça rappelle le métal. Si on regarde aussi plus vers le toit du musée, en entrant par les portes, on voit un demi-cylindre ça donne en fait une impression de perspective parce que le cylindre se rapetisse plus on avance vers le fond de la salle. C'est en fait pour rappeler l'intérieur des mines souterraines, des mines d'amiante souterraines. Ensuite, si on remarque les lampes rappellent les chapeaux de mineurs. Si on avance un peu. Le puits de lumière. Alors, le puits de lumière rappelle un plan inversé d'une mine à ciel ouvert. Les mines à ciel ouvert sont plutôt faites en escalier. Donc, le puits de lumière, c'est un plan inversé de cette mine-là. Donc, on a un rappel des mines souterraines, un rappel des mines à ciel ouvert. Et on a aussi les bouches d'aération du musée qui sont faites exactement comme celles à l'intérieur des mines. Donc, tous ces éléments-là sont faits pour rappeler le monde minier. Également, les éléments qui ont été utilisés pour bâtir l'intérieur, c'est des éléments qui proviennent de la région ici. Les dalles de plancher ont été faites à l'époque par Granirex. Ça ressemble beaucoup à du marbre, mais en fait, c'est du quartz qui a été concassé et pressé ensemble avec une colle. Donc, ça rappelle beaucoup le marbre, mais en fait, c'est vraiment du quartz qui provient de la région. En plus de son architecture, le musée cache aussi certaines œuvres d'art que j'aimerais bien vous montrer. Tout d'abord, à côté de moi, ici, c'est la statue de Saint-Maurice. C'est la véritable statue qui était sur l'église Saint-Maurice avant que celle-ci ne soit détruite au moment du déménagement du quartier Saint-Maurice. Donc, c'est la véritable statue qui a vécu une véritable odyssée avant de se retrouver ici sur le musée. Elle a tout d'abord survécu à un feu, ensuite à une tornade. Elle a vécu pendant plusieurs années dans une arrière-cour d'un propriétaire ici à Thetford Mines, avant finalement de se faire récupérer par une équipe de personnes qui l'ont restaurée et qui en ont fait don par la suite au musée. Alors, depuis ce temps, elle trône ici dans le hall du musée pour protéger ses visiteurs, si on veut. On voit aussi dans le hall du musée des choses comme des carottes de forage, comme celle-ci. C'est de véritables carottes que l'on voyait, qui ont été utilisées en fait dans la mine pour vérifier s'il y avait amplement de minerais avant d'entreprendre l'exploitation. Alors, on retrouve ceci. Il y a également dans le hall du musée la boutique souvenir dans laquelle on peut retrouver différentes choses qui sont reliées aux thèmes principaux du musée. Mais la boutique fera l'objet d'une prochaine émission, alors je n'irai pas plus loin dans ces détails pour le moment. Alors, la prochaine chose que nous allons visiter dans le musée, ce sont les salles d'exposition. Nous allons voir tout d'abord la salle d'exposition temporaire.
Nous nous trouvons actuellement dans la salle d'exposition temporaire du musée. On appelle cette salle-là temporaire, non pas parce qu'on peut détruire la salle à notre guise, mais plutôt parce qu'on peut y recevoir différentes expositions de plusieurs musées canadiens ou québécois qui vont durer quelques mois ici au musée. Et ensuite, on rechange à nouveau d'exposition. Donc, les expositions qui viennent dans cette salle sont temporaires. Actuellement, on est justement en démontage de notre exposition estivale qui s'appelait Matériauville, une exposition qui nous venait du Musée de la nature de Sherbrooke. Donc, on est en train de démonter cette exposition-là pour mieux en refaire une autre qui va être présentée là, au mois d'octobre. Donc, c'est une salle ici qui a une superficie de 200 pieds carrés. C'est une superficie moyenne, c'est-à-dire qu'on peut recevoir plusieurs expositions plus petites. On peut en recevoir aussi des expositions qui couvrent une superficie de 200 pieds carrés. Les installations électriques permettent également de recevoir différents types d'expositions. Comparativement, notre salle d'exposition permanente, qui fera l'objet d'une prochaine émission, a une superficie de 400 pieds carrés. C'est donc le double de cette salle-ci. Nous allons maintenant aller voir les espaces de transit d'exposition. Lorsque nous recevons ici des expositions, on va aller voir cet endroit-là. C'est dans l'espace de transit ici que les expositions arrivent au musée et qu'elles vont ensuite se diriger dans la salle d'exposition temporaire qui est juste devant nous. Alors, c'est un débarcadère pour les vannes parce que souvent, les expositions sont transportées dans des gros camions, des 52 pieds. Les expositions sont emballées dans des caisses. On les reçoit ici, on les transfère dans la salle d'exposition temporaire où on les monte et ensuite, on remet les caisses dans les camions pour aller les storer, pour aller les entreposer durant le temps de l'exposition ici au musée. Parfois, par contre, au lieu d'aller dans la salle d'exposition temporaire, on descend à la réserve au sous-sol et c'est le prochain endroit que vous allez voir. Nous nous trouvons actuellement dans la réserve du musée minéralogique. On se trouve en fait à être dans le sous-sol, sous la salle d'exposition temporaire. Alors, la réserve a également une superficie de 200 pieds carrés. La réserve du musée, on peut comparer ça un peu à un iceberg. Et c'est la même chose pour toutes les réserves de tous les musées au monde. On voit environ dans les expositions permanentes du musée, environ 10 de tous les objets de collection. La balance, 90 des objets sont conservés dans la réserve ici. C'est le cas là, pour la collection du musée. Cette collection-là représente environ 16 000 objets. Parmi ces objets-là, on retrouve évidemment des choses reliées à nos thèmes. Par exemple, l'histoire minière. On a beaucoup d'artefacts miniers, comme des casques, des sacs de jute qui servaient au transport de l'amiante. On a des charrettes, toutes sortes d'outils qui ont déjà servi à l'extraction de l'amiante à travers toutes les époques. Les artefacts miniers représentent environ 25 de la collection. La balance, 75 c'est relié à notre autre thème majeur, c'est-à-dire la minéralogie. Donc, roches, minéraux, fossiles, météorites également, c'est 75 de la collection. Alors, on a beaucoup de pièces, des pièces qui nous viennent, oui, de la région ici, mais également des pièces qui nous proviennent de partout à travers le monde. La façon dont on acquiert cette collection-là, ça fonctionne beaucoup par don. C'est-à-dire que les gens vont nous appeler, vont nous dire bon, j'ai quelque chose à donner au musée, j'ai une photo à donner au musée. Donc, à ce moment-là, on va recueillir les objets, on remplit des formules d'acquisition temporaire, si on veut, et ensuite, ces objets-là vont passer au comité d'acquisition. Et c'est ce comité-là qui va décider si oui ou non l'objet peut faire partie de la collection. Une fois que l'acceptation est faite, on catalogue le morceau de collection. Parce que vous imaginez 16 000 objets, s'il n'y a pas un numéro d'accolé à cet objet-là, c'est impossible de savoir d'où il provient, qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'un objet en tant que tel, ça a une certaine valeur. Mais si on sait en plus d'où ça vient, qui en a fait le don, de quelle année ça date, ça a beaucoup plus de valeur au niveau collection. Donc, c'est pour ça que chaque objet est catalogué, c'est-à-dire qu'il a un numéro et ces numéros-là sont gardés précieusement à l'intérieur des fichiers informatiques pour pouvoir s'y référer ultérieurement, pour pouvoir utiliser les objets pour en faire des expositions, pour pouvoir les prêter à d'autres musées également. Et ce que l'on fait aussi, c'est qu'on fait des expositions itinérantes.
C'est-à-dire qu'on va monter une exposition que l'on va présenter quelques mois dans notre salle d'exposition temporaire. Et ensuite, cette exposition-là va partir en tournée à travers le Canada. Actuellement, le musée a 3 expositions temporaires qui voyagent au Canada. Météor à Babar, qui a passé l'été à Ottawa, a eu plus de 68 000 visiteurs. On a également Quand la mer se terre, qui voyage, et Fleurs et cailloux. Donc, 3 expositions qui ont été fabriquées par le musée en collaboration avec d'autres musées. Et donc, elles voyagent partout à travers le Canada. C'est une façon de faire connaître notre collection ici. Et dans ces expositions-là, c'est environ 10 des objets de la collection qui voyagent à travers le Canada. Une autre chose importante, intéressante à dire à propos de la réserve, c'est que, bon, premièrement, elle est protégée contre le feu, c'est indispensable. Les murs de la réserve sont très épais et les niveaux de conditions ambiantes sont très strictement contrôlés. C'est-à-dire qu'on conserve toujours l'humidité à 50 et on conserve toujours la température entre 20 et 21 degrés. C'est très important d'avoir ces niveaux de conservation-là parce qu'on doit conserver les objets à travers les âges pour les générations futures. Donc, trop d'humidité pourrait endommager les objets, trop de chaleur également. Donc, c'est pour ça que ces conditions-là sont toujours gardées au même niveau, été comme hiver. Alors, vous avez été très chanceux de découvrir la réserve du musée. C'est un lieu qui est réservé normalement à un petit nombre de personnes. Alors, vous avez été chanceux de découvrir aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir les espaces de travail des employés du musée. On est actuellement dans la salle de gestion des collections. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va recevoir les objets afin de les cataloguer avant de les envoyer dans la réserve à côté. Donc ici, on a derrière moi, on voit tous les fichiers parce qu'ils sont conservés dans l'informatique, comme je le disais tout à l'heure, mais ils sont également conservés dans des fichiers papier comme ça, dont chaque fichier a son numéro qui correspond à l'objet qui est conservé dans la réserve à côté. Donc ici, on retrouve vraiment tous les outils nécessaires à l'évaluation des pièces, à l'identification des pièces également et au nettoyage des pièces, qui est très important pour pouvoir les conserver adéquatement. Alors, c'est une salle ici qui est très importante. Les gens qui travaillent ici, ce sont la technicienne en muséologie qui va observer les objets, les nettoyer, etc. Et il y a aussi la responsable de la collection, de la programmation qui a à travailler ici. Également, les différentes manœuvres du musée qui travaillent ici pour préparer des projets d'exposition ou des objets qui vont servir éventuellement pour les activités éducatives. Donc maintenant, vous avez vu l'espace de travail de la technicienne. On va maintenant se diriger vers le côté administratif du musée. Pour faire fonctionner le musée, on a besoin d'une grande équipe. Chacune des personnes qui composent cette équipe-là travaille à différentes fonctions dans le musée afin de le faire fonctionner adéquatement. On va commencer tout d'abord par le directeur, M. François Cinq-Mars, qui chapeaute toute l'équipe, qui chapeaute également les budgets. On aura l'occasion de le connaître davantage dans une autre émission ultérieurement. C'est d'ailleurs le cas pour tous les autres employés. Donc, vous voyez ici son espace de travail. On découvre également l'espace de travail de Monique Laberge. Monique Laberge, c'est la secrétaire administrative du musée. Donc, c'est elle qui reçoit les comptes, qui s'occupe des payes des employés, qui s'occupe de la gestion des membres amis et toutes sortes d'autres choses qu'on aura l'occasion de découvrir avec elle dans une autre émission également. On retrouve aussi le bureau de Mme Armelle Legouic. Armelle est la responsable de la collection et de la programmation du musée. Donc, c'est elle qui veille à créer des projets d'exposition, à recevoir des expositions qu'on aura l'occasion également de découvrir plus tard dans une autre émission. On a vu tout à l'heure l'espace de gestion des collections. C'est en fait le bureau de Mme Édith Ladouceur, qui est technicienne en muséologie. Elle est également responsable de superviser les expositions itinérantes du musée qui voyagent à travers le Canada, comme j'ai parlé tout à l'heure. En plus de cette équipe-là, on retrouve moi-même, Geneviève Claveroy, je suis responsable du service à la clientèle. Donc, mon bureau est davantage le hall et la boutique du musée que l'on a vu au début tout à l'heure. On retrouve aussi Mme Joanne Turmel. Mme Joanne Turmel est agente d'éducation. Elle s'occupe donc de créer des activités éducatives pour les groupes scolaires et de créer les horaires pour les groupes scolaires, etc.
On retrouve aussi, parmi la grande équipe du musée, des personnes qui travaillent, qui ne sont pas permanentes, c'est-à-dire qui sont permanents au musée, mais qui ne sont pas nécessairement à temps plein, qui viennent nous donner un coup de main lorsqu'on en a besoin. On retrouve Jacques Lonval, qui est responsable de l'entretien et des équipements. On retrouve aussi Mme Carole Clavet, qui est agente de communication. Il y a Mario Corneau, qui est animateur dans les écoles et animateur aussi dans les écoles, animateur aussi au musée et qui nous aide au montage d'expositions. En plus de cette équipe-là, il y a d'autres personnes qui viennent nous aider durant l'année, font différents contrats pour venir nous aider quand on a des besoins. Et on retrouve aussi les étudiants qui travaillent avec nous les fins de semaine et qui travaillent avec nous l'été. Donc, au plus fort de la saison, il y a jusqu'à 20 personnes qui travaillent au musée pour le faire fonctionner. Au plus bas de la saison, on est 6-7 permanents qui travaillent ici constamment afin de faire fonctionner le musée adéquatement, de recevoir les gens, de s'assurer que ce soit propre, que ce soit accueillant et qu'il y ait toujours plein d'activités à faire pour les gens. Pour compléter la visite de l'intérieur du musée, on est actuellement dans la salle des jardins. C'est une salle qui est polyvalente, c'est-à-dire qu'on y fait à peu près n'importe quoi. Actuellement, ce que l'on voit, c'est une exposition. Scylla, les énigmes du climat, une exposition qui nous vient du Musée de la nature d'Ottawa, mais elle sera bientôt démontée et la salle ici sera vide, ce qui fait qu'on peut s'en servir pour accueillir les groupes scolaires quand on fait des activités éducatives. On peut s'en servir pour des réceptions que l'on fait ici au musée, inauguration d'expositions, 5 à 7, toutes sortes d'événements comme ceci. On peut également louer la salle, donc des gens qui veulent faire une réunion, une conférence de presse. Alors, c'est vraiment une salle qui est polyvalente. On peut y faire à peu près ce que l'on veut. Et il y a également des espaces d'entreposage pour ranger le matériel qui nous sert aux locations ou aux activités. Alors, ça complète la visite de l'intérieur du musée. Maintenant, on va aller faire un tour à l'extérieur parce que l'architecture même du musée ainsi que le terrain qui l'entoure ont été pensés en fonction de son environnement minier. Nous nous trouvons actuellement devant l'entrée principale du musée minéralogique de Thetford Mines. Vous pouvez remarquer, l'entrée de la bâtisse rappelle également son environnement minier. On reconnaît le demi-cercle qui rappelle le tunnel souterrain, comme on voyait tout à l'heure dans l'entrée, dans le hall du musée. Donc, ce demi-cercle-là se retrouve également à l'extérieur. On voit aussi les lampes à l'extérieur qui sont faites exactement pour rappeler les chapeaux de mineurs. Les premiers chapeaux de mineurs, c'était vraiment des chapeaux qui étaient faits en rond, comme ça. On voit aussi le matériau qui recouvre le musée et témoin aussi de son environnement minier, c'est-à-dire que c'est des plaques de chrysociment. Donc, ces plaques-là sont de plus en plus utilisées en construction. Le musée en est la preuve. Donc, les plaques grises que l'on voit sur le côté, ce sont les plaques d'amiante-ciment, ou chrysociment si on préfère. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle l'agora du musée. C'est un lieu extérieur où on peut faire des activités d'animation pour les groupes. Il y a des estrades sur le côté, donc les gens peuvent s'asseoir. Et ici, c'est un peu comme une scène à l'extérieur. On peut faire du théâtre, on peut faire de l'animation sur les roches, les minéraux, sur l'histoire minière, etc. En saison estivale, ce que l'on fait ici, c'est une activité qu'on appelle la ruée vers l'or. Le bac, juste à côté de moi ici, c'est un bac qui nous sert à chercher de l'or. Donc, on montre aux gens la technique que faisaient les gens à l'époque lors de la ruée vers l'or, comment ils faisaient pour retrouver l'or dans un ruisseau. Donc, on reproduit cette technique-là ici avec les gens et on donne à chacun des personnes un sac de sable avec une pépite à l'intérieur et les gens reproduisent la technique et ils sont capables de retrouver leur pépite d'or. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Mais on peut également faire des activités de patrimoine minier parce que tout autour, il y a différents éléments qui ont déjà servi à une certaine époque à l'exploitation du minerai d'amiante ou du minerai de pierre à savon. On retrouve également différents blocs. Donc, ce sont des dons qui nous ont été faits, des blocs de minerais, en fait, qui ont été recueillis dans la région ici. Et la pierre que l'on voit juste à côté ici nous sert à faire l'interprétation géologique. Parce que même si, à l'échelle humaine, le roc nous semble immobile, on voit lorsqu'on regarde les mouvements dans la pierre que le roc n'est pas immuable. Le roc peut bouger.
Alors, c'est la preuve lorsque l'on voit les mouvements là, dans cette pierre-là. Donc, on s'en sert pour expliquer aux enfants, pour expliquer aux gens comment la croûte terrestre peut bouger, comment les chaînes de montagne se forment. Alors, c'est un peu un exemple de ce qu'on peut faire ici dans l'Agora pour animer les gens. Au moment où le musée a été construit en 1996, le sculpteur Pierre Bourgault a fait don d'une sculpture au musée. Cette sculpture se trouve juste derrière moi. Elle a été nommée « Hommage aux gobeuses ». Les gobeuses étaient ces femmes qui frappaient la pierre d'amiante avec un marteau pour en extraire la fibre. C'était un travail qu'elles faisaient à la journée longue, un travail très difficile. Alors, en hommage à ces femmes qui ont travaillé très fort pour l'industrie du chrysotile dans la région, il y a cette sculpture, Hommage aux gobeuses. Alors, on reconnaît la forme des marteaux, un bout avec une pointe fine et un bout plus aplati. C'était ces marteaux que les gobeuses utilisaient. Donc, on comprend que la sculpture représente 6 marteaux empilés les uns sur les autres et les marteaux sont faits en aluminium, beaucoup plus gros évidemment que les marteaux qui étaient utilisés à l'époque par les gobeuses. Nous sommes maintenant devant la partie avant du musée minéralogique. L'architecture paysagère qui a été pensée au moment de la construction du musée rappelle aussi notre environnement minier. 2 talus sont érigés devant le musée pour rappeler évidemment les halles de minières tout le tour qu'on retrouve là, qui sont omniprésentes dans la région ici. En terminant, il est important de rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, le musée ici a été bâti en 1996. Par contre, ça fait plus longtemps que ça que le musée existe. Il était situé avant au Cégep, c'est-à-dire juste à côté ici. C'est au moment où la collection devenait de plus en plus importante et les besoins de représentation au public aussi devenaient de plus en plus importants. On a décidé de construire la nouvelle bâtisse qui est juste à côté, celle que l'on a visitée ensemble aujourd'hui. C'était devenu indispensable pour le maintien de la mission du musée, pour le maintien aussi de la conservation des éléments, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y avait pas de réserve comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Il n'y avait pas de réserve comme ça au Cégep à côté. Donc, depuis maintenant 1996 que le musée ici est bâti et on accueille, bon an, mal an, environ 15 000 visiteurs au musée. Alors, c'est à votre tour maintenant de venir nous voir. Vous êtes les bienvenus. Alors, c'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse. Merci.